Et puis on va poursuivre avec une autre invitée, une autre intervenante, c'est Lara Mahi, qui est maîtresse de conférences au centre Max Weber de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Vous êtes sociologue, Lara. Merci à vous d'être avec nous. Et vous allez nous parler de l'accès aux soins socialement différenciés, bref, de l'accès aux soins en prison. Je vous laisse caler votre diaporama. Merci encore pour l'ordinateur, d'ailleurs. Et puis, on vous laisse la parole. Et pareil, à l'issue de votre intervention, il y aura des questions. Bien, bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation à vous présenter mes travaux de recherche. Donc, je suis effectivement sociologue et j'ai été invitée aujourd'hui à parler de l'accès aux soins en prison parce que je conduis depuis une douzaine d'années des recherches sur la santé en prison. Donc, mon propos aujourd'hui s'appuiera sur deux recherches. Une recherche doctorale que j'ai conduite d'une thèse donc, que j'ai soutenue en 2018 et qui a porté sur l'articulation entre les questions de santé somatique et de traitement pénal par l'analyse de trois dispositifs, le procès pénal, le circuit arrivant en maison d'arrêt et puis la période de détention. Dans cette thèse, dont je vous présenterai quelques analyses après, j'ai essayé j'ai mis surtout au jour une forme de sanitarisation du pénal, c'est-à-dire la façon dont les normes, les savoirs qui sont façonnés par la santé publique se diffusent et imprègnent des institutions comme la prison qui n'ont a priori pas vocation, pas de fonction première, n'ont pas le soin pour fonction première. Donc dans ce travail doctoral, j'ai essayé de comprendre comment la santé publique se diffuse, imprègne ces institutions et tout particulièrement l'institution carcérale. Et j'ai essayé de comprendre comment les personnes détenues pendant le temps de l'incarcération étaient socialisées à la santé et donc comment est-ce qu'il pouvait y avoir des transformations, des conduites, des conceptions vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de la santé pendant le temps de l'incarcération. Et donc, à la suite de cette recherche, quand la pandémie de Covid-19 a commencé, j'ai été sollicitée par l'administration pénitentiaire pour monter un programme de recherche dans ce contexte d'urgence, vraiment pendant le premier confinement, voilà, pour essayer très rapidement de produire des connaissances sur la façon dont s'est géré le Covid dans les établissements pénitentiaires. Et dans ce cadre-là, on a monté donc une équipe de recherche et on s'est associé avec un médecin, le docteur Guillaume Mellon, qui a conduit une grande enquête, c'est la seule, une grande enquête de séroprévalence dans 11 établissements pénitentiaires pour, de la même façon que nous, mais sous un angle biomédical, pour produire très rapidement des connaissances sur la diffusion du virus dans les établissements pénitentiaires. Donc on s'est associé avec mes collègues sociologues à ce médecin. On n'a pas pu enquêter dans les 11 établissements pénitentiaires. On s'est rendu dans 5 établissements pénitentiaires d'Île-de-France qui faisaient partie des établissements où l'enquête de séroprévalence était réalisée. Et dans ces établissements, donc on a conduit un travail ethnographique par observation, qui sont nos méthodes en sociologie, c'est-à-dire être présent jour après jour dans ces établissements et observer ce qui se passe, c'est-à-dire observer, bien par exemple, les dépistages massifs qui ont pu être réalisés dans certains établissements, observer les consultations, si je reste dans les USMP, mais également observer le travail des surveillants pendant cette période, observer comment, je prends l'exemple d'une scène qui me vient à l'esprit, une personne détenue a pu être changée de cellule et puis porter toutes ses affaires en étant transpirant, infecté par le Covid et en souffrance et devoir changer de cellule très rapidement pour être isolé. Voilà, donc tout un quotidien qu'on a pu observer, des entretiens qui nous ont permis également de saisir, selon les positions de chacun dans l'institution, comment cette épidémie avait été vécue. Je vous en dis quelques mots là en introduction parce qu'en fait mon propos va pas porter sur cette recherche. Je vais me centrer sur ma recherche doctorale aujourd'hui sur cette question d'accès aux soins, c'est-à-dire aussi sur une situation plutôt ordinaire comparativement à cette situation qu'on peut qualifier d'extraordinaire, cette situation de pandémie. Mais j'anticipe, comme il y aura aussi des discussions cet après-midi, peut-être pour partager un petit peu cette recherche, il y a deux éléments principaux de conclusion qu'on a pu observer à partir de cette recherche. D'une part, et je
j'avais présenté à l'APCEP il y a quelques mois. D'une part, on a pu observer un affaissement des frontières professionnelles entre surveillance sécuritaire et surveillance sanitaire. Par exemple, je prends une scène encore qui me vient pour illustrer ce premier point de conclusion. On a pu observer comment infirmières et surveillants pénitentiaires pouvaient passer de cellule en cellule pour surveiller l'état de santé général de personnes qui étaient infectées par le Covid-19, voilà, de cellule en cellule, et comment est-ce que l'interrogatoire médical était simultanément conduit à la fois par le surveillant pénitentiaire et par l'infirmière. Autre exemple de cet affaissement des frontières professionnelles, mais également du coup de l'affaissement de cette clé de voûte, qui est le secret médical, qui a priori ferme la porte mais pose une frontière entre le travail de surveillance sécuritaire et le travail des équipes médicales. Des affichettes positionnées sur des cellules avec écrit Covid-19 sur les cellules des personnes infectées, tandis qu'on verrait pas, par exemple, VIH, hépatite C sur les cellules de personnes détenues. Donc on a pu observer une transformation des normes a priori qu'on observe et que j'avais pu observer dans le cadre de mon travail doctoral pendant cette pandémie de Covid-19. Second élément de conclusion que je partage rapidement, les établissements que nous avons observés sont des établissements qui, lorsque nous sommes arrivés, avaient a priori des chiffres de prévalence du Covid-19 très différents. Il y a un établissement où on était qui était présenté, et c'est sorti dans la presse pendant l'enquête, comme un établissement avec de très nombreux clusters, un établissement en grande difficulté par la présence du Covid-19. Il y avait d'autres établissements qui, a priori, n'avaient eu aucun cas depuis le début de la pandémie. Et ce qu'on a pu observer, c'est comment est-ce que les pratiques de dépistage étaient très très variables d'un établissement à un autre, comment les équipes médicales s'étaient appropriées différemment la palette des mesures prophylactiques disponibles, dont de dépistage, et comment est-ce que finalement les établissements qui présentaient des clusters étaient des établissements, au moment de l'enquête, qui étaient des établissements qui testaient énormément, qui avaient des politiques de tests systématiques, tandis que les établissements où il n'y avait aucun cas de Covid étaient des établissements qui ne pratiquaient pas de tests. Je referme cette petite parenthèse pour aborder à présent l'enquête sur laquelle je vais m'appuyer dans cette présentation, qui est donc l'enquête que j'ai réalisée dans le cadre de ma thèse de doctorat. C'est une enquête que j'ai conduite cette fois-ci non pas dans 5 établissements, mais dans 3 établissements pénitentiaires que j'ai choisis parce que c'était des établissements qui revêtaient des caractéristiques distinctes, c'est-à-dire que c'est des établissements de différents types, maisons d'arrêt pour hommes, pour femmes, un centre de détention, donc le centre de détention est uniquement un centre de détention, mais les autres établissements, les 2 autres sont des centres pénitentiaires, donc qui comportent également des maisons d'arrêt d'hommes, de femmes, un petit quartier de centre de détention de femmes et ainsi de suite. Bref, des établissements qui m'ont permis d'appréhender différentes situations d'emprisonnement. Des établissements qui sont également situés dans des environnements différents que j'ai fait varier, puisqu'une des questions que je me posais, c'était celle qui est le thème de cette matinée, de l'accès aux soins. Et je me demandais par exemple si c'était la même chose d'être emprisonné en pleine campagne à 1h30 d'un hôpital et en centre-ville, en périphérie d'une ville où il y a un hôpital à proximité. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour les soins quand on est à 1h30 dans une prison, à 1h30 de l'hôpital ou à 10 minutes en voiture. Donc des prisons qui sont situées dans des environnements différents, pleine campagne, zone périurbaine et puis dans une grande ville, des établissements bien entendu de différentes tailles, il y a un très grand établissement, il y a des plus petits établissements et des établissements également qui n'ont pas été construits à la même période, donc qui sont pas non plus dans les mêmes états de vétusté ou qui emploient pas les mêmes technologies de surveillance. Dans ces 3 établissements, je suis entrée avec un statut de stagiaire sociologue et je suis entrée par la porte des hôpitaux, c'est-à-dire que j'étais une stagiaire relevant de l'hôpital et affectée aux USMP qu'on appelait alors les UXA au moment où j'ai réalisé mon enquête. Au total, j'ai passé 7 mois, jour après jour, dans ces 3 établissements et j'ai donc observé là aussi tout le quotidien, donc des consultations de médecine générale, des consultations entrants, les soins infirmiers bien sûr, les distributions de médicaments dans les cellules. J'ai également observé aux côtés de magistrats les commissions d'application des peines, les débats contradictoires. J'ai observé la vie quotidienne finalement dans les établissements, également aux côtés de surveillants ou encore dans le cadre des réunions de direction.
Enfin, j'ai réalisé des entretiens avec 74 personnes détenues qui sont pas seulement des personnes détenues, mais des patients détenus, c'est-à-dire des personnes qui sont prises en charge, qui étaient prises en charge sur le plan de leur santé somatique, notamment dans les USMP, et ce de façon régulière. Je vous présente un extrait de tableau et je précise que les noms des personnes sont anonymisés, pseudonymisés. Donc c'est des personnes qui étaient emprisonnées depuis plus ou moins longtemps. On voit par exemple quelqu'un qui est emprisonné depuis 2 mois, quelqu'un qui est emprisonné depuis 15 ans. Pardon, je me suis trompée de colonne. Depuis 3 semaines, depuis 3 ans, des personnes qui étaient primaires, pas primaires, des personnes qui avaient reçu un diagnostic, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui avaient reçu un diagnostic pendant leur incarcération, d'autres qui sont entrés en annonçant un diagnostic et qui ont poursuivi des soins qui étaient déjà réalisés avant l'incarcération, enfin hors de prison. Des personnes qui n'étaient pas non plus suivies pour les mêmes pathologies, des personnes qui n'avaient pas le même âge, qui n'avaient pas les mêmes positions sociales. Enfin, pour finir sur la méthodologie, j'ai réalisé une méta-analyse, et ça va être le premier point de mon développement, une méta-analyse de publications biomédicales parues entre 2010 et 2016 et qui porte sur la santé de la population détenue en France. Alors, je vais aborder ce thème pour cette demi-journée de l'accès aux soins en prison en 3 temps. Je vais d'abord revenir sur cette méta-analyse que je vous introduisais juste avant pour essayer de vous montrer comment est-ce que dans les publications biomédicales est discutée l'opportunité de soigner en prison. Donc, j'ai pu observer à partir de cette méta-analyse qu'il y avait tout un registre de l'opportunité de soins pendant l'incarcération dans ces publications. Et donc, ce sera mon premier point. Ensuite, j'aborderai ce que j'appelle l'espace social des pratiques médicales en milieu carcéral. J'y reviendrai, mais donc à partir d'une analyse factorielle de la population prise en charge de façon régulière dans les USMP, eh bien j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui structure cet espace social, c'est-à-dire est-ce qu'on peut comprendre les différentes populations de patients avec lesquels celles et ceux qui travaillent dans les USMP travaillent au quotidien. Et enfin, on verra comment est-ce que ces 2 points m'amènent à discuter la question d'une socialisation à la santé en prison. Donc j'en viens tout de suite à mon premier point que j'ai intitulé « La prison, une opportunité pour soigner ou se soigner ». Et donc, il s'appuie sur cette méta-analyse de publications biomédicales portant sur la santé de la population détenue en France. Dans ces publications biomédicales, on peut observer 4 procédés argumentatifs qui sont déployés à partir de la question du soin en prison. Un premier procédé argumentatif autour d'une opportunité de savoir, au singulier, au pluriel, je développerai juste après. Une seconde opportunité, cette fois-ci liée au contexte. Une troisième opportunité, une opportunité de transformer. Et enfin, une opportunité de réinsérer. Donc on voit comment est-ce que, et je vais le développer, dans ces publications, il y a ce registre de l'opportunité qui revient régulièrement. Et comment est-ce qu'on peut le décliner sur 4 usages. Je fais une petite parenthèse avant de les développer. Je vous présente là donc cette méta-analyse et cette question de l'opportunité, mais pour préciser, parce que je vais pas vraiment le développer, mais j'ai fait un travail symétrique à partir de procès pénaux. Et c'était évoqué juste avant sur la façon dont les magistrats mobilisent aussi ce registre de l'opportunité de soins en prison. Et de la même façon, j'ai travaillé sur des plaidoiries d'avocats et d'avocates et sur des décisions, voilà, toute une rhétorique qui est développée au procès pénal et où on retrouve aussi ce registre de l'opportunité. Donc j'ai effectué une analyse symétrique entre comment les médecins mobilisent ce registre de l'opportunité qui est également mobilisé au cours des procès pénaux, ce que je développe pas ici pour me centrer sur le travail scientifique de publication. Alors, premier registre détecté. Dans un premier temps, on voit dans ces publications comment est-ce que les consultations entrants qui ont lieu dans les 48 heures qui suivent le placement en détention sont décrites donc dans les publications comme une opportunité pour repérer des détenus qui sont relativement éloignés du soin hors de prison et pour dépister des affections de santé. Je vous mets à chaque fois des extraits que je lirai pas.
Donc tout d'abord, un premier usage de ce registre de l'opportunité dans le cadre d'une opportunité de savoir, c'est une opportunité de savoir si on a des problèmes de santé, en tout cas si les personnes incarcérées ont des problèmes de santé. Ce qu'on peut observer, et c'est relativement connu, c'est que ces dépistages qui sont proposés à l'entrée sont rarement proposés sous la forme de questions. Je vous ai mis un extrait d'observation où on voit donc le médecin dit les vaccins sont à jour à une personne qui fait sa consultation entrant. Le patient dit oui, je les ai fait quand j'étais incarcéré la dernière fois. Le médecin demande, vous avez fait les tests VIH, hépatite C aussi? Le patient répond, j'ai eu des prises de sang, oui, mais je me souviens plus pourquoi c'était. Le médecin dit, ok, ça devait être ça, on les refait quand même pour être sûr, vous pouvez monter sur la balance. Donc il passe à autre chose, il prescrit, mais on le voit là, c'est pas proposé. À la suite de ça, pour poursuivre sur la façon dont ça se passe concrètement, comme dans l'extrait précédent, ce que j'ai pu observer, c'est que les personnes détenues perçoivent la prise de sang comme une étape qui est obligatoire lors de l'entrée en maison d'arrêt, et souvent ils ignorent pourquoi leur sang a été prélevé. Ils parlent de la prise de sang, comme dans l'extrait précédent. Et j'ai pu observer également, ce qui est su par ailleurs, que les résultats, dès lors qu'ils étaient négatifs, étaient très rarement annoncés par les équipes médicales, ce qui en fait explique aussi pourquoi est-ce que les personnes détenues ne savent pas ensuite pourquoi ils ont été testés. C'est oublié, c'est la prise de sang, mais c'est pas associé à des résultats. Vous avez des extraits d'entretien, Monsieur Darman, donc les noms ont été changés encore une fois. Quand tu rentres dans la prison, ils te prescrivent à chaque fois la prise de sang, donc on voit là le côté table obligatoire. Monsieur Charan qui dit on m'a pas proposé de dépistage, ils m'ont juste fait la prise de sang. Ou encore Monsieur Karadji qui dit de toute façon quand on rentre on est obligé de la faire la prise de sang, donc on voit encore ici la perception comme d'une étape obligatoire. Si on revient à nos publications biomédicales, toujours sur cette première façon de construire un registre de l'opportunité de soins en prison, ces publications biomédicales, bien souvent elles sont structurées de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a un résultat de prévalence qui est présenté et ensuite en discussion est discutée la question de l'opportunité de soins. Donc bien souvent, en fait, l'affection qui est au centre de la publication, qui constitue un résultat biomédical, elle est présentée comme ayant une prévalence plus élevée en milieu carcéral que parmi la population générale, et à partir de ce résultat de prévalence plus élevé est suggéré le fait d'étendre les pratiques de dépistage systématiquement proposées à d'autres affections de santé. Par exemple, dans cette publication que je vous mets comme exemple, le médecin conclut qu'il faudrait peut-être proposer de façon systématique de réaliser une spirométrie lors de l'entrée en prison, puisqu'il observe une prévalence de troubles ventilatoires obstructifs plus élevée parmi la population carcérale qu'en population générale. Donc deuxième usage de l'opportunité, cette fois-ci une opportunité de savoir dans le sens d'étendre les connaissances disponibles sur son état de santé pour les personnes détenues. Enfin, toujours dans ce premier usage du registre de l'opportunité, l'entrée en prison est également présentée comme une opportunité de développer des connaissances plus approfondies sur l'état de santé de la population carcérale, notamment du fait que les consultations entrants sont donc systématiques, ce qui fait que d'un point de vue statistique, en fait, ça permet de standardiser des résultats avec notamment les registres des consultations entrants, qui sont déjà des registres standardisés à l'échelle d'établissements et non pas nationaux, mais qui sont déjà des documents qui permettent, grâce à la systématicité et la standardisation, de produire des connaissances qui sont elles-mêmes standardisées. Deuxième usage du registre de l'opportunité que j'ai appelé donc le registre cette fois-ci soigné, une opportunité qui est liée au contexte. Donc cette fois-ci, les publications biomédicales soulignent que la prison met à disposition des conditions qui indirectement ou directement favorisent l'implication dans des soins durant l'incarcération. Alors indirectement, pourquoi ? Parce que c'est pas forcément pensé pour, mais d'une certaine façon, la prison, par certaines de ses dimensions, par exemple la contrainte, qui peut favoriser l'observance, va créer des conditions qui sont présentées comme favorisant la réalisation de soins pendant le temps de l'incarcération.
Donc par exemple, je disais l'observance, le fait que les médicaments sont distribués en cellules quotidiennement, ça peut permettre de favoriser l'observance médicamenteuse. De la même façon, le fait pour des personnes qui sont extrêmement démunies hors de prison, le fait de pouvoir manger plusieurs repas par jour, le fait d'avoir un lit pour dormir, de se pas se poser la question de où est-ce que je dors ce soir, toutes ces conditions sont décrites comme d'une certaine façon pouvant favoriser le fait de réaliser des soins pendant la période d'incarcération. Plus directement cette fois-ci, est souligné dans ces publications le fait que la façon dont a été institutionnalisée la santé en prison, et depuis la réforme de 1994, favorise également la réalisation de soins durant l'incarcération, et donc l'opportunité de se soigner durant une incarcération sont mis en avant notamment à la proximité immédiate du personnel de soins, la gratuité ou encore toutes les activités de prévention qui sont réalisés. Troisième usage du registre de l'opportunité, cette fois-ci une opportunité de transformer. Donc les publications biomédicales vont mettre en évidence le fait que la prison constitue une opportunité pour transformer les conceptions et les conduites de personnes qui sont décrites comme relativement peu sensibilisées, bien souvent, aux normes de santé. Donc dans ces publications, les auteurs vont souligner la nécessité de développer des actions de prévention, de promotion de la santé, d'éducation à la santé, et ils vont indiquer que la prison est donc une occasion pour transformer pas seulement des conceptions, c'est-à-dire imprégner tout un travail de rapport au corps, de normes, de on se lave les mains, etc., mais également de transformer des conduites. Dernier usage du registre de l'opportunité, le soin en prison est présenté enfin dans ces publications biomédicales comme une opportunité de réinsérer. Alors c'est un peu moins fréquent dans les publications biomédicales qui abordent les questions de santé somatique plutôt que de santé psy, où c'est un registre qui est beaucoup plus utilisé, une déclinaison de ce registre. Mais le soin est également présenté donc dans ces publications qui abordent des questions somatiques comme une étape dans la réinsertion. Et les auteurs, et on y reviendra en fin de cette présentation, et les auteurs nuancent quand même, discutent leurs analyses en soulignant qu'un grand problème auquel ils et elles sont confrontés dans les USMP, c'est la sortie de prison. Et la poursuite des soins, une fois ces personnes détenues qui ont été identifiées, qui ont été socialisées à la santé, qui ont été soignées pendant l'incarcération, pour qu'elles poursuivent, la question qui se pose, c'est comment faire pour que ils et elles poursuivent leurs soins une fois sortis de prison, puisqu'on observe que des ruptures de soins sont fréquentes à la libération. Alors j'en viens au second point de cette présentation, deuxième point de cette présentation. Et pour vous expliquer en fait ces quatre registres de cet usage du registre de l'opportunité, donc on voit qu'il y a une promotion du soin en fait pendant la période d'incarcération. Mais si on regarde qui sont les patients des USMP, eh bien en fait on voit que tout ce travail de socialisation, tout ce travail d'inculcation, tout ce travail aussi de repérage dès l'entrée en prison, des personnes détenues qui vont faire l'objet d'un intense travail de socialisation à la santé pendant l'incarcération, eh bien en fait, c'est pas l'ensemble des patients détenus. On a là une représentation graphique que j'ai construite donc à partir d'une analyse factorielle des patients détenus des 3 USMP étudiés. Ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'il y a cette analyse factorielle, elle oppose 4 populations de patients détenus. L'axe 1, qui est l'axe horizontal, il va opposer, vous voyez les modalités donc selon les pathologies, des personnes qui sont soignées pour une infection virale type VIH, hépatite B, C, des personnes qui ont eu un traitement initié pendant l'incarcération, des personnes qui ont reçu un diagnostic à l'entrée en prison, et elle oppose à des personnes qui sont plus souvent donc à l'extrême opposé, tout à droite, des personnes qui sont plutôt suivies pour des diabètes. Donc on a une opposition par pathologie, mais également une opposition par position sociale, milieu social, puisqu'on voit une opposition donc entre tout à droite, si on reste à droite sur mon schéma,
des personnes qui sont plutôt parmi les plus diplômées dans les établissements pénitentiaires, qui ont un bac ou plus, des personnes qui occupent également, qui avaient des professions, qui avaient une profession déjà et qui avaient des professions plutôt établies, qui s'opposent à des personnes qui sont parmi les plus démunies en prison, qui sont des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui sont des personnes, donc vous voyez, N diplôme, donc privation de diplôme, N maintien de lien, c'est-à-dire qui n'ont pas de lien. Ça veut dire quoi, N maintien de lien? C'est des personnes qui reçoivent pas de courrier, qui ont pas de visite au parloir, voilà, qui ont aucun lien avec l'extérieur pendant le temps de l'incarcération. Des personnes qui travaillaient pas également au moment où elles sont emprisonnées. Donc on a une opposition entre des personnes qui sont parmi les mieux loties, en fait, dans les établissements pénitentiaires, et des personnes qui sont parmi les plus mal loties, qui sont parmi les plus pauvres et les plus désaffiliés en prison. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette médicalisation, ce que j'appelle cette médicalisation, c'est-à-dire cette intense socialisation à la santé pendant le temps de l'incarcération, se focalise sur les plus pauvres, les plus désaffiliés des personnes détenues. L'axe 2, je m'en occupe pas dans cette présentation parce que ça concerne moins ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Mais à mon sens, il oppose les personnes selon l'âge, avec les plus jeunes qui sont tout en haut de l'analyse factorielle et les plus âgés plus en bas, et selon la socialisation carcérale, c'est-à-dire que quand on entre dans les entretiens qui m'ont permis de dresser cette analyse factorielle, les plus jeunes sont aussi des personnes qui ont souvent été intercarcérées pour la première fois mineures, qui on voit être parmi les plus jeunes, qui sont celles qui connaissent le mieux l'institution carcérale, qui parfois ont même choisi leur prison en commettant un délit dans une ville pour pas aller dans telle autre ville et être emprisonné dans telle ville, etc. Donc ils ont des stratégies pénitentiaires et qui s'opposent à des personnes qui sont beaucoup plus âgées et qui effectuent souvent leur première peine de prison à un âge avancé, donc qui ont une socialisation carcérale complètement inexistante et en plus qui sont parmi les plus âgés. Mais je vais rester sur cette première opposition et pour la développer un petit peu, je vais vous prendre le cas de deux patients détenus avec lesquels je me suis entretenue et qui illustrent cette opposition. Donc d'un côté, Monsieur Maréchal, qui a 70 ans quand je le rencontre, qui a un bac plus 4, qui est retraité mais qui était propriétaire de 3 restaurants, des grands restaurants, voilà, dans des zones très huppées, qui effectue sa première peine de prison, qui est condamné et qui est détenu depuis 1 an et 2 mois, qui est plutôt en fin de peine. Il est suivi régulièrement au sein de la prison par l'USMP pour un cancer et du diabète. Ce cancer et ce diabète, c'est des affections qui étaient déjà traitées lorsqu'il entre en prison. Il a signalé pendant sa consultation entrant qu'il était suivi. Il avait d'ailleurs un rendez-vous hospitalier prévu peu de temps après son incarcération. Son rendez-vous a pu être maintenu. Il a été extradé, etc. pour aller pour aller à l'hôpital. Et en fait, dès son entrée en prison, qu'ont fait les équipes médicales? Eh bien, elles ont fait en sorte de lui assurer une continuité des soins. On le voit à travers l'exemple de cet entretien médical qui est maintenu. C'est-à-dire que la priorité, c'est de faire en sorte que Monsieur Maréchal puisse poursuivre ses soins exactement comme il le faisait à l'extérieur. Monsieur Maréchal, il se trouve très autonome. Il y a un maintien aussi, il y a une garantie de son autonomie qui est travaillée par le personnel soignant, qui va faire en sorte, par exemple, pour son diabète, qu'il ait ses stylos à insuline dans sa cellule pour qu'il puisse contrôler et gérer en autonomie son diabète. Ce que j'observe dans ces entretiens, des personnes qui, comme Monsieur Maréchal, se soignaient déjà hors de prison et continuent à se soigner en prison, de façon souvent très autonome, c'est-à-dire en faisant peu appel aux professionnels de santé, en étant considérés aussi par les professionnels de santé comme autonomes. Et bien souvent dans les entretiens, ils s'expriment aussi avec un nous, un on, c'est-à-dire ils vont me dire par exemple, nous les diabétiques, heureusement on a le stylo en cellule. Voilà, donc il y a aussi une dimension collective dans la représentation qu'ils se font de leur position de malades détenus. Sont des personnes qui parfois vont expliquer leur incarcération par leurs problèmes de santé, en opposition là aussi à l'autre position que je vais maintenant présenter avec le cas de Monsieur Maillard. Donc, Monsieur Maillard, il a 34 ans quand je le rencontre, il est sans diplôme, sans emploi, il a vaguement travaillé comme bûcheron, comme DJ à différents moments, mais c'était pas très établi. Il est primaire comme Monsieur Maréchal, il a été condamné à une peine de 10 mois, il est plutôt lui aussi en fin de peine, il est détenu depuis 7 mois. Et il est suivi régulièrement à l'USMP pour une hépatite C. Monsieur Maillard, en opposition à Monsieur Maréchal, quand il entre en prison et quand il a sa consultation entrant, il va pas se présenter comme ayant une affection de santé au médecin qui le reçoit. Il va se soumettre aux tests de dépistage qui lui sont plus ou moins proposés et à l'issue de ces tests, eh bien, il va être à nouveau convoqué par un médecin qui va lui annoncer qu'il a une hépatite C.
Au moment où cette annonce lui est faite, Monsieur Maillard, il me décrit, plus tard quand je le rencontre, un choc. Il ressent un choc à l'annonce de cette hépatite C, sauf qu'en fait, à travers l'entretien qu'on réalise, eh bien, je comprends que cette hépatite C, elle lui a déjà été annoncée 10 ans plus tôt, mais pour lui, c'était pas une information en soi au moment où on lui apprend cette affection. Donc c'est-à-dire qu'il a rien fait par rapport à ça l'a pas redéfini, il s'est pas perçu différemment, c'était juste une information parmi d'autres au moment où il a fait une overdose et il a été hospitalisé. Et 10 ans s'écoulent, il est incarcéré pour la première fois, et là tout d'un coup, voilà, cette annonce, c'est un choc, ça devient une priorité dans son quotidien, c'est-à-dire, mais dans son quotidien, mais également dans la façon dont il se représente son avenir. Par exemple, il avait pas mal de difficultés pour avoir un emploi. Donc toute sa vie, juste avant l'incarcération, c'est beaucoup bricolage pour essayer de trouver un job, du boulot, etc. pour s'occuper de son bébé, qui est né peu de temps avant son incarcération. Donc voilà, c'est beaucoup de la débrouille pour trouver du boulot juste avant son incarcération. Et là, il projette sa sortie de prison comme étant la priorité, ça va pas être de travailler, ça va être de continuer à me soigner, de voir avec l'hôpital, etc. pour continuer mes soins. Donc il y a également une façon de se projeter qui est transformée à l'issue, qui se transforme en tout cas durant son incarcération, en opposition au on que j'ai pu observer chez les personnes qui font l'objet d'une continuité des soins en prison. Les personnes comme Monsieur Maillard vont davantage utiliser le jeu pour parler de leur état, c'est-à-dire qu'ils se présentent pas comme un collectif, ce qui est assez intéressant parce que du coup il n'y a pas de dimension notamment de revendication, où il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas d'association de malades en prison. Mais c'est assez intéressant de voir comment certains vont se constituer presque en association de malades et d'autres vont rester sur une échelle individuelle qui fait aussi que le soin il est très personnalisé. Ou par exemple, si j'ai pas le traitement que j'espérais avoir, c'est parce que le médecin il m'aime pas. Vous voyez, il y a un registre très affectif et qui est aussi lié au jeu, à l'individualisation, qu'on n'observe pas du tout du côté des personnes qui se représentent comme étant un collectif. Nous, les diabétiques, par exemple. Donc ces patients détenus qui font l'objet, comme Monsieur Maillard, d'une médicalisation pendant le temps de leur incarcération, qui font l'objet d'une prise en charge globale, eh bien, j'ai essayé de travailler la notion de prise en charge non pas globale mais totale. Alors pourquoi est-ce que je parle de prise en charge totale ? D'une part, parce que cette prise en charge, elle vise à agir à la fois sur les conditions biologiques, par exemple dans le cas de Monsieur Maillard, le traitement de son hépatite C, mais aussi sur l'inscription sociale, sur le psychisme des personnes détenues. Je vous mets un autre exemple de la prise en charge de Monsieur Haddad, 44 ans, qui a été incarcéré pour la première fois, il avait 13 ans, qui sort et entre de prison pour des infractions à la législation sur les stupéfiants de façon continue depuis l'âge de 13 ans. Et qui considère d'ailleurs qu'il a toujours été en prison et que c'est en prison qu'il se soigne. Eh bien, Monsieur Haddad, par exemple, si on prend sa prise en charge totale, il est suivi par une assistante sociale hospitalière, par l'équipe infirmière, par une psychiatre, par un médecin infectiologue, par un médecin généraliste. Donc, il a une multitude de rendez-vous médicaux. Déjà, tous les jours, il va à l'antenne toxicomanie pour prendre un traitement de substitution. Il a aussi tous les jours des médicaments qui sont distribués à sa cellule. Donc on voit comment est-ce que cette prise en charge, eh bien, elle est globale si on prend le langage des professionnels de santé, ou totale dans la façon dont je le désigne, dans le sens où voilà, ça concerne toutes les dimensions de la vie de ces individus médicalisés. Cette prise en charge, je la qualifie également de totale en utilisant, en m'appropriant un concept développé par un sociologue qui s'appelle Erving Goffman et qui a développé le concept d'institution totale. Il définit, petite parenthèse, l'institution totale comme un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. C'est un concept qui est assez intéressant pour nous sociologues, puisqu'il permet de travailler ensemble un certain nombre d'institutions, de structures qui a priori n'ont pas les mêmes fonctions, qui sont pas pensées ensemble, mais qui revêtent un certain nombre de caractéristiques communes qui permettent de les penser globalement et parfois de monter en généralité. Par exemple, donc Erving Goffman s'est appuyé sur une enquête dans un hôpital psychiatrique, mais ses travaux, tous les concepts qu'il développe dans cet ouvrage permettent également de penser par exemple des monastères, des casernes ou dans mon cas des prisons.
Pourquoi ? Parce que donc ces caractéristiques, par exemple, c'est des institutions qui fonctionnent sur un modèle relativement autoritaire, hiérarchique, sur une vie routinarisée, c'est des espaces où il y a une forte proximité physique, c'est des espaces où on observe des rites de dépossession, par exemple en prison, recevoir un numéro d'écrou, ne plus avoir sa pièce d'identité, mais une carte de détention, perdre ses objets personnels, par exemple certains bijoux. Et donc dans cet ouvrage, et je développe un petit peu parce que je vais reprendre ces éléments par la suite, dans cet ouvrage, Erving Goffman montre comment est-ce que dans les institutions totales, en fait, les individus voient leur identité transformée et peuvent peiner à maintenir leur identité sociale. On observe des processus de dépersonnalisation, qu'il appelle également de mortification, qui n'ont pas trait à la mort, mais qui signifie une perte d'identité personnelle et une difficulté à maintenir son identité sociale. Par exemple, ça veut dire en prison, avoir du mal à se représenter qu'on est un père quand on voit plus ses enfants et se percevoir comme un détenu. Donc il y a une perte de l'identité sociale, de je suis un père, je vois plus mes enfants, etc. Mais par contre, je suis un détenu parce que tous les jours, c'est comme ça que je suis perçu, identifié, qualifié. Cette dépersonnalisation, elle peut être contrebalancée par ce que Erving Goffman appelle des privilèges. Alors des privilèges, c'est pas au sens commun, mais c'est plutôt des choses dont on estime qu'on ne va pas être privé dans la vie quotidienne, mais qui deviennent des privilèges en prison. Un privilège classique, dont je reviendrai juste après, c'est aller à l'UXA, aller à l'USMP, ça permet de sortir de la cellule, ça permet de marcher, de faire 10 pas. Ça, par exemple, c'est un privilège au sens de Goffman, mais dans la vie quotidienne, marcher 10 pas, c'est pas un privilège de marcher 10 pas. Donc petite parenthèse, je reviens donc à cette prise en charge totale, donc totale d'autre part, d'une part parce qu'elle est mise en œuvre sur tous les aspects de la dimension sociale des individus, mais donc totale d'autre part puisque cette prise en charge elle prend appui sur un ensemble de règles, de contraintes, de normes d'une institution, donc totale au sens de Goffman. Je vous donne 2 exemples de cette prise en charge totale. Eh bien, exemple de la distribution des médicaments qui sont directement apportés à la cellule. Mais alors des médicaments qui sont directement apportés à la cellule, ça signifie aussi que le soin, le regard médical s'étend de la sphère médicale, la salle de soins, le cabinet médical, l'infirmerie, jusqu'à un espace qu'on peut qualifier de domestique, même s'il n'est pas privé en prison. Mais donc le regard, et je vous mets un extrait d'une observation, une infirmière qui discute dans le hall de l'USMP avec un détenu, ils plaisantent un peu ensemble, et puis en changeant de ton, l'infirmière lui dit au fait, parce qu'elle a vu, elle faisait la distribution la veille, au fait, faudrait penser à aérer votre cellule, vous les lavez comment vos draps. Donc on voit là comment est-ce qu'elle s'appuie sur des observations réalisées au moment de la distribution pour fournir des recommandations en matière d'hygiène dans la cellule. Autre exemple de cette façon dont cette prise en charge est totale, eh bien, exemple classique, les détenus ne prennent pas de rendez-vous en prison, ils sont convoqués, et bien souvent aussi, quand ils arrivent à l'USMP, ils savent pas par qui ils ont été convoqués, ni pourquoi. Je vous mets 2 extraits de notes d'observation. Alors là, c'est en centre de détention, c'est une infirmière psy qui reçoit donc un patient détenu. Et elle lui demande alors pourquoi vous l'êtes suivi sur le plan psychologique. Et alors lui il se met à taper la jambe, il est un peu nerveux à ce moment-là et il est très surpris, il dit je comprends pas, sur le plan psychologique j'ai pas demandé. Et l'infirmière psy lui dit oui c'est le médecin aux arrivants qui vous a inscrit. Donc exemple où on voit comment est-ce que ce patient ne sait pas en fait où il vient et puis il a pas demandé mais il se retrouve donc dans un entretien psychologique. Autre exemple, cette fois-ci c'est la première fois qu'a lieu cette consultation quand je l'observe. C'est une médecin qui a pris l'initiative de développer une consultation de tabacologie dans la maison d'arrêt où elle travaille. C'est la première fois qu'elle fait ça, donc elle a établi une liste de patients détenus qui pourraient être intéressés par une consultation de tabacologie, puis elle les a fait appeler à l'infirmerie et donc ils se retrouvent les uns après les autres dans cette consultation. Et moi je le sais pas au début, mais donc elle part, c'est le premier patient qu'elle reçoit et elle part photocopier un document. Donc moi je reste avec le patient détenu à l'attendre, puis je lui dis, je sais plus ce que je lui dis c'est votre première consultation de tabaco, quelque chose comme ça pour discuter. Et puis là il me dit c'est pour arrêter de fumer cette consultation. Non, je savais pas ce que c'était. C'est les infirmières qui des fois m'inscrivent à des trucs, je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est parce qu'elles m'aiment bien. Et donc il a pas demandé à avoir une consultation de tabacologie. En même temps, la médecin met en œuvre ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire de l'éducation à la santé, etc. Donc, une démarche très volontaire. Et malgré tout, ce patient détenu quitte le cabinet avec une prescription de patch, etc. et tout un protocole pour arrêter de fumer. Puis il est plutôt content et il dit à la prochaine fois.
Alors, qu'est-ce que cette prise en charge totale, elle imprime, et j'en viens au dernier point de ma présentation, qu'est-ce qu'elle imprime, cette prise en charge totale, comme changement, comme modification, comme transformation chez les patients détenus qui sont médicalisés en prison. Un élément assez intéressant, et je l'ai évoqué précédemment à travers le cas que je vous présentais de Monsieur Maillard, qui reçoit un diagnostic d'hépatite C en prison, c'est que j'ai pu observer de façon plus générale, c'est-à-dire au-delà du cas de Monsieur Maillard que je vous ai présenté, un réordonnancement biographique chez les personnes qui sont médicalisées en prison. Et le cas de Monsieur Maillard, d'un diagnostic qui a été annoncé très longtemps auparavant, qui est réannoncé en prison et qui devient quelque chose de vrai, est en fait très fréquent dans le corpus d'entretien que j'ai réalisé chez les personnes qui ont reçu un diagnostic. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les entretiens que j'ai réalisés, en fait, bien souvent, il a fallu du temps pour que je comprenne que ce diagnostic avait déjà été annoncé auparavant. C'est-à-dire que les patients détenus m'annoncent vraiment un diagnostic reçu en prison, etc., un choc, voilà, un petit peu, voilà, comme on l'a vu avec Monsieur Maillard. Et c'est au fur et à mesure, à travers des incohérences dans le récit, que j'ai pu comprendre que ces informations sur leur santé leur avaient déjà été transmises, mais qu'elles n'avaient pas eu d'effet sur la façon dont les individus se représentent eux-mêmes, leur parcours, leur biographie. Donc on voit là avec un autre entretien, Monsieur Kazmi qui essaye de m'expliquer à ce moment-là, au moment où je lui dis mais en fait vous le saviez déjà pour l'hépatite C. Donc il essaye de m'expliquer pourquoi est-ce que pour lui c'était un truc faux au moment où on lui a annoncé et pourquoi c'est devenu comment il peut l'expliquer, mais même lui a du mal parce qu'on voit comment est-ce qu'il y a tout un vraiment un travail de réordonnancement biographique où on se raconte tout simplement d'une autre façon. Autre élément, toujours sur la façon dont cette prise en charge totale va transformer ces individus médicalisés. Ce que j'ai pu observer, et ça va être, j'ai presque fini, ce que j'ai pu observer, c'est que les dispositions de santé des patients détenus médicalisés étaient hybridées par le traitement carcéral. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que ça signifie que les conceptions, les schèmes de pensée associés aux soins des personnes qui sont médicalisées en prison, eh bien, elles sont hybrides entre eux et elles entremêlent des normes carcérales, du langage carcéral, des normes médicales, du langage médical. Par exemple, je l'évoquais juste avant, le système de privilèges, donc au sens de Goffman, de l'institution. Il va transparaître dans la façon de se représenter le soin. Exemple classique, aller à l'infirmerie, aller prendre des médicaments ou aller voir un médecin, etc. Ça, c'est avant tout une promenade. Autre exemple, le soin, la médicamentation, elle va être pensée quelquefois en fonction des privilèges, au sens de Goffman toujours, qu'elle permet d'obtenir. Par exemple, dans le cas de Monsieur Haddad que j'évoquais déjà précédemment, la méthadone, ils disent c'est que pour les RPS et je la prends pas quand je suis dehors, c'est pour avoir, c'est parce que le juge il dit il faut prendre de la méthadone. Autre exemple, dans la façon également de projeter le soin, exemple avec Madame Benzik qui dit que elle ne sait pas encore si elle va se soigner pendant l'incarcération, si elle va accepter le traitement qu'on lui propose. Elle attend d'abord de savoir si elle a sa conditionnelle ou non, parce qu'elle veut pas, elle explique, de cassure dans le soin. Donc soit elle a sa conditionnelle et elle commence pas, soit elle a pas sa conditionnelle et elle commence. Mais on voit comment est-ce que des décisions par rapport à la santé vont être également hybridées et intégrer la situation carcérale. Enfin, dernier exemple de cette hybridation, la façon dont le corps va être quelquefois instrumentalisé en étant affaibli, en étant privé, en étant abîmé, pour pouvoir peser dans des rapports de force en prison. Et notamment par les personnes détenues qui sont, encore une fois, les plus pauvres, les plus désaffiliées et qui ont absolument aucune ressource pour peser dans ces rapports de pouvoir, bien souvent en dehors de leur propre corps. Finalement, cette présentation, et c'est mon point de conclusion, elle permet à mon sens de répondre, d'apporter un éclairage, des éléments de réponse à une question perpétuelle que se posent les professionnels de santé qui exercent en prison, qui est pourquoi est-ce que les détenus cessent de se soigner une fois qu'ils sont libérés de prison, et qui est une question également qu'on voyait apparaître dans ces publications biomédicales, et à la sortie, comment faire pour qu'ils continuent. Eh bien, à mon sens, ce travail sociologique, il permet de voir comment est-ce que les personnes détenues sont socialisées, certes de façon intense, mais sont socialisées à une santé carcérale, c'est-à-dire à une santé qui n'existe pas hors des murs des prisons, et donc cette socialisation a beau être intense, en fait, elle crée, elle permet de s'imprégner, d'incorporer des dispositions de santé, mais des dispositions de santé qui sont, comme on l'a vu juste avant, hybridées et qui connaissent pas de pareil hors de prison, où le soin n'est pas pensé par rapport à une conditionnelle, où il n'y a pas de système de privilège équivalent à celui qu'on a en prison, et ainsi de suite. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup, Lara Mahi.
au pas de charge, on va prendre 2-3 questions avant de faire une petite pause et de se retrouver pour la table ronde. Qui veut s'adresser à Lara Amaï ? D'ailleurs, votre intervention nous donne du grain à moudre pour la table ronde juste après la pause où on parlera d'accès aux soins. C'est bien, on va y revenir, je pense. Allez-y, voilà. Aurélien. Merci beaucoup. Je voulais juste demander si vous aviez eu l'impression dans vos observations, dans votre travail de recherche, si vous aviez l'impression que les professionnels qui exercent en prison peuvent être parfois instrumentalisés par l'administration pénitentiaire et du coup que dans la façon dont sont organisées ces convocations dont vous évoquez, par exemple, les objectifs à laquelle il doit parfois répondre ne sont pas forcément des objectifs de soins, mais plutôt des objectifs d'ordre, d'identifier peut-être des risques de passage à l'acte suicidaire, de violence. Mais voilà, est-ce que vous avez le sentiment que dans cette organisation et dans la façon dont les différents professionnels peuvent penser à leur pratique, il y a ce risque d'instrumentalisation et comment les professionnels, eux, y répondent à ce risque d'instrumentalisation ? C'est des choses que j'ai pu observer. Alors, je pense par exemple à ma simple présence, comme j'étais associée aux USMP quand j'ai fait mon enquête, mais en même temps, j'allais dans des espaces où ne vont pas les professionnels de santé bien souvent, et j'ai vu comment est-ce que par ricochet, ma présence en fait pouvait être très appréciée par notamment la direction des établissements pénitentiaires, parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir quelqu'un de l'USMP à leur réunion, etc. Et ça donne, à mon sens, des formes de, je sais pas si je parlerai d'instrumentalisation, mais en tout cas, des formes de crédit à certains dispositifs avec la présence d'un personnel soignant. Sur l'instrumentalisation, je pense dans des observations très récentes, mais c'est des choses qu'on a pu voir avec le Covid-19, avec des prises de position. Je pense à la question des... Une image qui me vient, c'est les tests de dépistage qui étaient demandés par la pénitentiaire pour des personnes pour des extraditions et qui étaient demandés par exemple aux professionnels de soins qui considéraient que c'était pas leur mission. Donc il y a aussi, je sais pas si c'est de l'instrumentalisation, mais en tout cas les frontières sont mouvantes. Et ce que j'ai surtout pu observer, c'est comment est-ce que les équipes médicales tentaient coûte que coûte de conserver en fait des frontières autour de leur activité, de ce que c'est, enfin de leur mission. Et voilà, je prenais juste avant l'exemple des tests de dépistage Covid qui étaient demandés pour que les détenus puissent prendre l'avion en fait, et qui considéraient que c'était pas du soin, que c'était pas leur mission d'effectuer, mais que c'était une mission judiciaire et non pas médicale. Mais voilà, donc beaucoup d'exemples qui permettent de voir comment est-ce qu'il y a un enjeu des frontières dans les établissements. Merci Lara. Une autre question ? Miguel Jean. Oui, merci pour cette présentation. Je suis Miguel Jean, je suis praticien hospitalier au CHU à Nantes. La question était de savoir comment est-ce que les détenus ont perçu votre présence et est-ce qu'il est arrivé qu'ils s'opposent à ce que vous restiez pendant la consulte ? Alors j'ai fait des enquêtes où je venais, je pense que ça peut être, on est quelques sociologues à travailler en prison, mais on n'est pas beaucoup à enquêter comme je l'ai fait, c'est-à-dire à être présent jour après jour. Donc pour mes travaux d'enquête, je me suis à chaque fois installée dans les villes qui n'étaient jamais la ville où je résidais, où j'ai réalisé mes enquêtes. Et je suis vraiment venue quotidiennement, ce qui, je pense, a facilité ma propre intégration, et le fait qu'on me reconnaisse. Voilà, c'est la sociologue, etc. C'est arrivé que 2 fois. Que des personnes détenues ne souhaitent pas que je sois présente. Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi à ma propre éthique. En fait, c'est quelque chose, c'est-à-dire comment faire, etc. Et par exemple, les entretiens que j'ai réalisés, je les programmais. Je faisais pas d'entretien à la volée. C'est un entretien qui était prévu, où on fixait une heure, un jour, etc. Et où je disais, mais vous pouvez changer d'avis. Et je les programmais assez loin. Pour qu'en fait, et en disant, voilà, comme ça, vous avez le temps de réfléchir si vraiment vous voulez participer à cette recherche. Puis vous serez appelé, ce sera moi, parce qu'ils savaient pas forcément, comme j'étais à l'USM, ce sera moi, quand c'est jeudi 14h, c'est mon entretien. Et si vous changez d'avis, vous pouvez ne pas venir, moi c'est ok. Et dans le cadre des observations, c'est arrivé que 2 fois. Et ce que je faisais, c'est que je me mettais à l'extérieur. Et en fait, j'étais pas déjà dans le bureau, parce que je pense que c'est plus difficile de demander à quelqu'un de sortir que d'accepter que quelqu'un entre en même temps que soi. Et c'est arrivé 2 fois, et c'est des personnes qui avaient besoin de se déshabiller intégralement, voilà, pour des questions génitales, donc c'était par pudeur, je pense parce que c'était des hommes et je suis une femme aussi. Voilà, donc c'était plutôt, je dirais que ma présence, c'est plutôt en fait
Je pense que c'est plutôt agréable d'avoir une sociologue en fait parce que c'est quelqu'un qui est très disponible. Donc pour les personnes détenues, mais aussi pour les professionnels que j'ai pu rencontrer, c'est quelqu'un qui est là et en même temps qui est entièrement disponible pour des personnes qui ont envie de parler, qui ont envie de raconter leurs trucs, qui ont envie de. Donc c'est plutôt une présence qui est souvent appréciée, même si en tant que sociologue on peut avoir peur quand on fait nos premiers pas sur un terrain en se disant bon est-ce qu'on va accepter ma présence, mais voilà c'est plutôt une présence qui est pas désagréable je pense. Pour les personnes. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous propose, on remercie encore Lara, mais qui reste avec Merci nous aujourd'hui. Merci. Et j'espère que vous pourrez, comme André Ferragne, d'ailleurs, réintervenir lors des tables rondes, lors de nos échanges. Si André, vous restez un petit peu, mais peut-être pas. On fait une courte pause, le temps de boire un café, vraiment. Et puis vous revenez tous et on se retrouve pour la table ronde. Merci.